Pourquoi est-ce que l'Afrique tend à rester un peu derrière lorsqu'on regarde les indicateurs de développement économique? L'Afrique est pourtant riche de plusieurs ressources naturelles. En plus, l'Homo sapiens, notre espèce, s'est développée très tôt, voire au tout début, dans cette région, ce qui devrait plutôt donner un bon départ à ce continent. Et en plus, lorsqu'on regarde simplement la taille de l'Afrique, le continent est absolument gigantesque. On peut mettre sur la superficie de l'Afrique, nous pourrions mettre le Groenland, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Espagne, l'Angleterre, la France, et il resterait encore de la place pour d'autres pays. C'est vraiment une terre qui est gigantesque. Avec tous ces paramètres, ce continent devrait être pas mal en avance sur les autres. Pourtant, lorsqu'on regarde la plupart des indicateurs de développement, on peut voir que l'Afrique est un petit peu derrière. Et quand je dis un petit peu, c'est en général fait partie des derniers pays du classement. En revanche, lorsqu'on regarde des classements du nombre de conflits, du nombre de morts dans les conflits, de l'intensité de ces conflits, en général, malheureusement, les pays africains sont tout en haut de ces indicateurs. Alors qu'est-ce qui explique cette différence? Qu'est-ce que la science a à dire sur ces différences? Pour répondre à ces questions, je vais principalement baser la première partie de cette vidéo sur ce livre, Prisonnier de la géographie, qui explique pourquoi et comment la géographie influence le développement dans différents pays, ici principalement en Afrique, le sujet de cette vidéo. Et après, je vais surtout vous montrer pourquoi il faut aller plus loin que simplement ces faits et ces preuves anecdotiques, et pourquoi nous avons besoin de la recherche scientifique. Mais la recherche scientifique va nous permettre de formaliser très clairement des hypothèses, de les tester statistiquement et de donner une taille à leur importance. C'est-à-dire, on va pouvoir dire quelle est l'importance des facteurs géographiques dans les différences de développement économique qu'on observe aujourd'hui. Allons voir ça ensemble. C'est fait pour nous les jeux. What il est fait pour vaisseau. Il y a deux aspects particulièrement importants dans le développement économique. La production et le commerce. Soit on produit des biens, soit on les importe. Commençons par regarder comment la géographie peut influencer le commerce en Afrique. Principalement le commerce avec l'extérieur de l'Afrique. La partie du haut de l'Afrique est couverte par le désert du Sahara et en dessous, il y a cette ligne qui est une région aride qui s'appelle le Sahel. Sur les deux côtés de l'Afrique, nous avons l'océan Indien et l'océan Atlantique. Toutes ces grandes régions et parties rendent le commerce très tôt difficile. Ensuite, on peut se dire, alors, si on ne peut pas vraiment facilement commercer et échanger avec l'extérieur de l'Afrique, peut-être nous pourrions simplement échanger à l'intérieur, entre les régions en Afrique. Cependant, il y a aussi en plein centre de l'Afrique la forêt vierge du Congo, qui a été une barrière naturelle très difficile à franchir pour le commerce jusqu'à récemment. Alors, si on ne peut pas vraiment commercer en dehors et à l'intérieur, on peut peut-être commercer à l'intérieur, mais en utilisant les voies maritimes plutôt que les voies terrestres. Et de nouveau, même si l'Afrique contient la plus grande rivière du monde, le Nil, la plupart de ces voies maritimes ou de ces rivières sont très difficiles à naviguer, étant donné qu'il y a des parties très pentues à différents endroits, ce qui empêche la navigation sur de longues distances. Et en plus, toutes les plus grandes rivières sur le continent africain, celles du Nil, du Niger, du Congo ou la rivière de Zambézie, ne se connectent pas. Et donc, il est très difficile de voyager sur de très longues distances car elles sont déconnectées. Et ça, c'est vraiment une différence qui est très importante comparée à d'autres régions qui sont très développées aujourd'hui. Les US et l'Europe, qui typiquement ont un réseau de rivières navigables qui ont fortement aidé le développement très rapidement dans ces régions. Ok, alors si c'est difficile de faire du commerce, pourquoi pas produire localement ce qu'il nous faut? Eh bien, comme on l'a vu, tout en haut, une grande région de l'Afrique est couverte par un désert, le désert du Sahara. En dessous, on a une région qui est aride et couverte de pierres principalement, qui est le Sahel. Et même quand le climat devient plus humide pour, par exemple, la région du milieu de l'Afrique, on a principalement des marécages ou de la jungle. Donc de nouveau des régions où il est très difficile de produire à large échelle de l'agriculture. Et qu'en est-il du bétail?
Eh ben, la plupart des espèces domestiques en Afrique ont été pratiquement impossibles à domestiquer. Une citation très connue de Jared Diamond dit que l'histoire aurait été bien différente si les armées africaines, nourries avec des girafes domestiquées et soutenues par des vagues de cavalerie montées sur d'immenses rhinocéros, avaient balayé l'Europe avec leurs soldats nourris de moutons et montés sur des petits chevaux. Et en effet, toutes ces espèces ont été très difficiles ou le sont toujours à domestiquer pour produire vraiment en masse de la viande et nourrir ou échanger de nouveau avec le monde extérieur cette ressource. Et comme si ça ne suffisait pas, l'environnement n'est pas adéquat pour les plantes ni pour le bétail, mais par contre c'est un très bon environnement pour la mouche tsetse et pour le moustique. Et le moustique, il est, rappelons-le, le plus grand tueur d'hommes au monde aujourd'hui, après l'homme. Tout ça, ce sont des faits extrêmement bien documentés dans le livre Prisonnier de la géographie. Mais est-ce qu'on peut vraiment se reposer juste sur cette liste de faits pour en dire vraiment quelque chose? Est-ce qu'en fait, si on pourrait raconter une histoire similaire pour tous les continents, simplement sélectionnant quels faits nous intéressent, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la recherche scientifique pour aller plus loin que ça, pour définir proprement des hypothèses et pour mesurer et quantifier quel est cet effet de la géographie sur le développement économique. Et plus particulièrement, quelle est la proportion des différences de développement économique que nous observons aujourd'hui qui est due simplement à ces facteurs géographiques. Avant de voir la réponse, commentez en bas quelle proportion des différences de développement nous observons aujourd'hui peut être attribuée simplement aux différences géographiques. Est-ce que c'est 5, 50%, 95%? Commentez en bas et on en discutera avec plaisir une fois que vous avez vu la réponse. Pour répondre à cela, laissez-moi vous présenter un papier qui a exactement répondu à ces questions. Dans cette analyse, il mesure le développement économique et les facteurs géographiques à une échelle très fine, c'est-à-dire des petits carrés de 30 km x 30 km plus ou moins pour le monde entier. Pour mesurer le développement économique à si petite échelle, donc 30 km par 30 km et pas au niveau du pays, les auteurs utilisent une stratégie qui est communément utilisée. Ils utilisent la lumière observée de nuit. Et oui, vous avez bien compris, la lumière observée de nuit. Pour cela, on utilise des photosatellites de nuit du monde entier qui captent l'intensité lumineuse à une échelle très fine, en général 1 km par 1 km. Et en fait, on va utiliser cette intensité lumineuse pour prédire l'intensité de l'activité économique et de développement d'une région à toute petite échelle. Ensuite, ils ont 24 différents éléments qui prédisent, qui définissent la géographie et qui faciliteraient ou pas la production et le commerce. Par exemple, pour faciliter la production de nouveau de l'agriculture ou du bétail, ils utilisent la proportion de terrain ou à quel point le sol est adéquat pour produire des plantes, si les différents types de terrains, donc si c'est plutôt du désert, si c'est plutôt des montagnes, l'altitude, ils contrôlent aussi pour plein de facteurs, ou regardent l'effet de plein de facteurs de climat, la pluie, la température moyenne, etc., etc. Donc ils ont en tout de nombreuses variables qui définissent la géographie de chaque petite cellule de 30 km par 30 km. Ensuite, pour le commerce, il calcule par exemple la distance entre chacun de ces points ou de ces petits carrés jusqu'à une côte ou jusqu'à une rivière qui est navigable, jusqu'à un lieu naturel où on peut arriver en bateau, etc., etc. Leur analyse montre que 47% des différences entre les pays dans le monde peut être attribuée simplement aux facteurs géographiques. Ce qui veut dire que la moitié des différences de développement qu'on observe aujourd'hui est simplement due à cette attribution aléatoire des facteurs géographiques à différents endroits dans le monde et où les humains se sont développés. Leur analyse aussi permet de montrer que 35% des différences au sein d'un pays, entre les régions riches et les régions pauvres, est aussi attribuée simplement à des facteurs géographiques et des différences au sein de chaque pays. Un travail absolument incroyable. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un ou que vous aurez une discussion sur quelles sont les différences, mais pourquoi les pays développés ou les pays en voie de développement sont à différents rythmes, etc., pensez que simplement les facteurs géographiques, ces facteurs aléatoires avec lesquels nous sommes nés, expliquent 50% de ces différences.
Alors qu'est-ce que vous pensez qui explique l'autre moitié de ces différences, l'autre 50%? Est-ce que pour l'Afrique, par exemple, ce serait la colonisation? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres idées? Je suis impatient d'entendre. Commentez en bas et de nouveau, je discuterai avec grand plaisir avec vous de toutes ces potentielles explications. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et à tout bientôt sur cette chaîne.